Bonjour à toutes et à tous, la National League est en pause, mais Point de vue garde son rythme d'un épisode par semaine. Ce mercredi, le podcast s'est délocalisé pour venir enregistrer à Châtel-Saint-Denis, au CO de la Veuvez, plus précisément dans les studios de la radio NRV, la radio gérée par les écoliers du cycle d'orientation. Le podcast du jour est enregistré et filmé, vous pourrez donc même le regarder si cela vous chante cette semaine. Vous le trouverez sur YouTube dans le courant de cette semaine. Le concept, lui, ne change pas. Un invité, 2 journalistes pour une discussion d'environ 1 heure, avec cette fois-ci, en plus des questions que vous nous posez régulièrement, eh bien, quelques questions préparées par les élèves d'NRV. Notre invité n'a pas eu besoin de se déplacer énormément, quoique, il travaillait ce matin à Lausanne, mais il habite dans la Veuvez, un habitué de Point de vue qui revient à chaque saison, l'ancien défenseur de Fribourg-Gotteron, Michael Ngoy. Salut Michael. Salut François. Bienvenue pour nous accompagner un journaliste qui habite lui aussi juste à côté, qui est même venu à vélo, un ancien élève du CO, Jonas Ruffieux. Salut Jonas. Salut, ouais, on habite même le même village avec Mickaël. Absolument, on est voisins. Parfait, on aurait pu faire chez vous en fait. Oui. Première question, Jonas, est-ce que tu étais un bon élève? Ouais, je crois que j'étais un bon élève. C'est vrai, tu as laissé de bons souvenirs ici au CO de la Veuvez. Je sais pas à quel point j'ai marqué ce CO, mais en tout cas, moi j'en garde un bon souvenir, puis ça s'est toujours assez bien passé pour moi. Et Michael, l'école? Ouais, il y a eu des hauts débats, mais ça s'est fini en haut. Mais non, j'ai un bon souvenir de l'école, du CO, c'était des bons moments. Non, je pense que ça s'est plus ou moins bien passé. Dans une interview que j'ai relue pour préparer ce podcast, j'ai vu que tu avais dit que tu adorais l'école et que tu pouvais même être professeur. Ouais, j'ai adoré l'école tout simplement parce que j'ai eu des professeurs vraiment fantastiques et vraiment j'ai eu beaucoup de plaisir d'aller en classe. Vraiment, j'avais des bons liens avec ces professeurs. C'est ce qui m'a donné l'envie et puis déjà d'aller au cours et puis peut-être devenir professeur. Mais bon, après, avec le chemin que j'ai suivi, ça devenait un petit peu difficile. Et puis, mais c'est vrai que je garde vraiment d'excellents souvenirs. Puis à la fin de carrière, tu t'es pas dit professeur, tu as eu d'autres idées entre-temps? Non, j'ai eu d'autres idées entre-temps. Et puis recommencer un cursus universitaire à 40 ans, non, c'est mission impossible. Puis j'avais déjà mes plans. Est-ce que c'était dur de concilier sport et études? Il y a beaucoup de jeunes qui font les deux, qui ont pas mal d'entraînement. Toi, tu en avais déjà beaucoup, j'imagine, en étant adolescent. Alors, c'était l'enfer. Donc, vous appelez ça le collège, nous on appelle ça le gymnase. Nous, c'était sur 3 ans, vous, c'est sur 4. C'était les 3 pires années de ma vie. J'avais un petit peu, pas que j'avais du retard, ça veut dire que j'étais pas en pré-gym au début. J'ai dû remonter à chaque fois. Donc, du coup, j'avais pris 2 années ou 3 années de retard pour remonter au collège puis finir à l'uni finalement. Et puis du coup, vu que j'avais ces années de retard, à 19 ans, je me suis retrouvé pro, j'étais seulement en 2e du collège. Du coup, j'avais l'entraînement tous les matins, j'avais le collège aussi tous les matins, et j'avais choisi la voie gymnase collège sportif, et t'as les entraînements. Nous, on a l'entraînement tous les matins, mais l'école, c'est que le matin. Ils te laissent l'après-midi, en fait, pour faire ton sport. Mais nous, ça coïncidait mal parce que moi, j'avais les entraînements le matin et que le gymnase le matin. Du coup, j'ai arrêté le gymnase sportif. Je retournais au gymnase normal avec les cours l'après-midi. J'allais plus du tout le matin à l'école parce que vraiment, j'étais pro. Et puis, j'avais quand même certains privilèges, comme arriver à l'entraînement à 10h15 quand l'entraînement commençait à 10h30. Il y a 2-3 jours, je pouvais louper. Tu n'avais pas besoin de faire la force le matin. Tu en avais assez. Alors, figure-toi qu'à l'époque, parce que ça fait longtemps quand j'avais commencé, il n'y avait pas ces séances de force qu'on avait comme maintenant, où tu dois être 1h30 avant l'entraînement, tu dois faire l'échauffement tous ensemble, tu as le programme de force. Il y a 20 ans, 25 ans, ce n'est pas aussi professionnel que maintenant, donc il n'y avait pas. Mais j'ai vraiment morflé. Vraiment, j'allais au cours 1 fois sur 2, et puis finalement, j'ai réussi à le faire, mais c'était vraiment... En plus, il n'y avait rien qui était mis en place comme structure. Tu vas me dire qu'aujourd'hui, c'est pas mieux, parce que ça, ce sera un autre thème. Parce que, comme je te dis, j'ai aussi une académie pour les jeunes. Et puis, on est confronté aujourd'hui au même problème. Donc, vraiment, quand on arrive pro et puis qu'on est encore aux études, en apprentissage, c'est vraiment la galère. Et encore plus quand on fait de la musique à côté, parce que t'es
es toujours musicien? Tu joues toujours de la guitare ou de moins en moins? Non, alors forcément avec le temps que j'ai en moins, un peu moins, mais bien sûr, j'étais musicien là-bas, j'ai fait tout, le solfège, le conservatoire, l'école de jazz, donc jusqu'à un certain moment. Puis ensuite de ça, j'ai dû arrêter parce qu'avec les activités sportives. Mais là, volontiers avec les enfants, je sors de temps en temps la guitare pour qu'ils puissent, eux, pousser la chansonnette. Au début, tu disais même que tu étais plus artiste que hockeyeur. Tu t'es toujours senti comme ça? Non, moi, j'ai pas eu le choix avec la musique, parce que mon père, il était musicien, il était à fond là-dedans. Tu vois, moi, je suis sportif, puis mes enfants, par nature, ils font tous du sport, puis ils sont à fond là-dedans. Mon père, il était musicien, donc par la force des choses, j'ai dû être musicien. Donc au début, c'était surtout que ça. Puis ensuite de ça, j'ai choisi plutôt ce que j'aimais le plus à l'adolescence, et c'était le sport. Donc un peu moins de place pour la musique. Puis maintenant, le sport, t'en fais encore un peu? Ouais. Attends, tu nous expliquais que tu te levais tôt le matin pour faire. C'est toujours le cas ou t'as changé? Non, j'ai pas changé. Ma femme, elle me dit toujours que t'es un malade, quoi. Pourquoi tu fais autant de sport? Je me lève vraiment tous les matins à 5h15 jusqu'à 6h, parce que j'ai une salle de fitness à la maison que j'utilise vraiment tous les jours. Comme ça, après, quand je reviens le soir à la maison, j'ai du temps pour les enfants, mais j'ai pas lâché. Vraiment, j'y vais comme un malade. Et puis, c'est juste en besoin. J'ai fait ça pendant toute ma vie, au niveau professionnel pendant 20 ans. Et puis, dès que j'ai arrêté, 2 semaines après, j'étais nouveau au fitness. J'ai eu une certaine routine et puis je l'ai gardée. T'es une exception quand même, parce que la plupart des hockeyeurs qui raccrochent les patins, ils font plus grand-chose après. Ouais, alors de ce que je vois autour, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que la plupart des hockeyeurs, ils aiment le hockey, ils aiment être sur la glace. Ils aiment le jeu. Ils aiment le jeu, ils aiment ce plaisir d'être ensemble, mais quand tu vas regarder à la salle de force, les entraînements d'été, tu as 95% des joueurs qui détestent ça. Ouais. Vraiment, nous, on était très peu à adorer cette partie estivale où tu vas soulever des poids, tu vas suer. Je me rappelle, il y avait Tristan Vauclair qui était comme moi, où on adorait ça. Okay. On adorait que les entraînements d'été arrivent, parce que c'était qui c'est qui mettait le plus de poids, qui c'est qui allait finir premier au test. Et puis, il y en avait pas mal aussi qui étaient bons. Il y a Sprunger qui était bon aussi en conditions physiques, il y a le Bikoff, il y a Alpanalp. Et puis, on se challengeait tout le temps, vraiment tous les étés. Puis, on se poussait vers l'avant. Et puis, moi, cette mentalité, je l'ai gardée. Et il y en a quand même quelques-uns, je sais, avec qui je vois. J'ai vu récemment Flavien Cohn aussi, que vous connaissez tous, aussi qui est à fond dans le crossfit, qui fait des compétitions. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a quelques-uns qui sont quand même restés dedans. Il y en a qui changent de sport. On a eu David Ebicher qui fait du trail. Voilà, chacun. Et on a Andrei Bikov qui fait du foot. Ouais, qui a essayé. Pas pour longtemps, malheureusement, mais qui a essayé. Ouais. Comme c'est filmé ce podcast, les gens pourront voir que tu as gardé la forme. C'est la mode des licences B. Est-ce que tu as reçu une licence B pour jouer la fin de saison? Tu serais capable? Tu joues encore un peu au hockey? On a une question d'un de nos auditeurs d'ailleurs qui demandait si ça te manquait aussi. Alors, d'être sur la glace, ça me manque absolument pas. Je crois que j'ai fait assez. J'ai arrêté à 39 ans, j'avais fait le tour. J'étais même prêt à arrêter avant. Après, les opportunités étaient là. Alors, les fois où je retourne sur la glace, c'est quand je vais au hockey public avec les enfants, parce qu'ils me demandent. Et puis, on a un groupe d'anciens joueurs où on se voit 2 fois par année. Et puis, on s'organise un match. Donc, c'est les anciens, que vous connaissez, Rafi Berger, Valentin Wiertz, les Olivier Keller, Gianluca Camona. Donc, on se voit vraiment 2 fois par année. Et c'est les seuls moments où je mets l'équipement, ou alors quand je suis invité à un match de gala, il y a eu quelque chose à Agen pour la lutte contre le cancer. Et puis là, je vais volontiers jouer. Mais c'est vrai que j'y vais pas forcément parce que j'en ai envie. Alors quand j'ai l'occasion de le faire de temps en temps, ça me fait plaisir. Mais sinon, avec les enfants, mais rien de plus. Ce groupe d'anciens, c'est un de leaders qui invite des copains, ou vous avez tous joué à un moment donné ensemble? Comment ça se... Alors, je crois que c'est parti à la base, il y a 3-4 ans, de Valentin Wiertz, qui a fait un groupe WhatsApp avec tous les anciens romans, et puis qui a dit « Ouais, mais ça vous dit qu'on tente une fois de se revoir puis faire un match ?» Et puis il y a vraiment tous les romans, les Cohn, Keller, même je pense Montandon, Vauclair sont dans le groupe. Il y en a vraiment beaucoup, il les a tous réunis. Après, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas venir. On a fait ça la première fois, on s'est vraiment bien marré. On a fini ça par une fondue, quelques bouteilles de vin, ressasser les bons souvenirs. C'était vraiment le fun. Et du coup, on a continué à faire ça 2 fois par année. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de plaisir.
Vous faites ça à Fribourg ou vous délocalisez des fois? Alors, les 2 dernières fois, c'était à Estavayer. Il y a une piste près du lac qui est construite par la Paty. Sinon, alors les 2-3 dernières fois, peut-être une fois c'était à Fribourg aussi, c'est possible, mais les 2-3 dernières fois c'était à Estavayer. Et puis il y a du monde qui vient, parce que c'est vrai que le site là-bas à Estavayer, ça s'appelle la Gouille, je crois. On fait de la promotion sur le réseau social, puis finalement à chaque fois quand on joue, il y a quand même pas mal de monde qui se déplace pour nous voir jouer. Ah, mais vous êtes content du coup du public? Ouais, c'est peu, sympa. parce que tu disais que pendant le Covid, c'était quand même le pire, Ouais. de jouer sans Ouais. public. Donc là, même les retrouvailles se passent avec un peu de public. Ouais, vraiment c'est sympa. Les gens sont contents de venir nous parler aussi pendant le tiers, après le match, avant le match. Et puis nous, forcément, ça fait plaisir de garder finalement ce qu'on a connu avant, et puis d'échanger un petit peu avec les gens. Donc vraiment, c'est une belle opportunité pour nous, déjà de se voir et puis de jouer avec les anciens copains. Et puis de reprendre contact aussi avec ceux qui nous ont suivis pendant tant d'années. Ils te parlent de quoi alors ces gens? C'est quoi les souvenirs qui reviennent? Ouais, alors souvent c'est pour parler de Gotteron, hein. C'est vrai que là-bas ils suivent plus ou moins tous Fribourg, hein. Puis tous ceux qui viennent nous voir jouer, c'est tous des fans de hockey. Et c'est vrai que on te dira j'avais ton maillot en telle année, ou tu te rappelles du goal, tu te rappelles d'un match, mais souvent c'est pour parler de la situation actuelle de Gotteron. Ça tombe bien, la transition est toute faite puisqu'on t'a aussi invité pour parler de la situation actuelle de Gotteron. Une situation, Jonas, idéale maintenant. On a rarement eu l'occasion de dire ça dans ce podcast cette saison, mais la remontada a eu lieu. Gotteron est au-dessus de la barre, et grâce à un dernier week-end tout en maîtrise, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. C'est des propos qu'on n'aurait jamais imaginé tenir en décembre, ça c'est clair. Gotteron qui est sur une série incroyable, qui a fait une semaine à 9 points parfaite. Et puis cette série, je pense qu'on est obligé d'en parler. 14 matchs de championnat sous Lars Leuenberger et 14 fois au moins un point. Gotteron qui ne perd jamais après 60 minutes. Si on ajoute les 4 matchs de la Coupe Spengler, où là aussi il y a eu une seule défaite, mais après prolongation, ça fait 18. Et samedi soir, après le match, je me suis replongé dans les archives de National League. Je suis remonté jusqu'à 2008 parce que le site propose pas plus loin. Et c'est jamais arrivé, en tout cas pour Gotteron. 14 matchs de suite avec au moins un point. J'ai trouvé 3 séries de 12. Je ne sais plus exactement les années, mais 3 fois il y a eu 12, mais 14, c'était jamais encore arrivé. Puis là, c'est en cours, quoi. Donc, ouais, c'est impressionnant. Ouais, puis on peut t'évoque dire quoi? que ça arrive au meilleur des moments, hein. Ouais. Parce que finalement, parce que cette équipe qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on attendait, hein. En début de saison, on a tous été frustrés. Aujourd'hui, c'est pas une surprise, de les voir jouer comme ça, parce qu'on sait avec le roster qu'ils ont, avec ce qu'ils ont montré l'année passée, et puis finalement, il n'y a pas eu énormément de changements sur l'équipe. C'est une équipe qu'on attendait de voir. Par chance, ouais, on va pas reparler de ce changement d'entraîneur ou pas, qui a tardé à venir, parce que vraiment il a tardé à venir. Heureusement, on peut avoir le bilan aujourd'hui que c'était pas trop tard, parce que c'est vrai qu'on aurait pu se poser la question. Toi, tu as trouvé que c'était trop tard? Enfin, Bien sûr. tu l'attendais avant? Mais bien sûr, c'était trop tard, parce que tu voyais la situation en tant que joueur, quand ça marche pas avec un coach, tu le sens. Tu l'as senti à Genève, avec Cadieux, il y a quelque chose qui jouait pas. Moi, je me rappelle avec la fin de Kosman, on sentait que dans le vestiaire, il y a quelque chose qui ne jouait pas. Puis ça arrivait tôt. C'est quoi? C'est qu'on ne fait plus confiance à l'entraîneur? On l'écoute plus? On réagit plus de la même manière? Qu'est-ce qui coince? Alors, ça dépend du contexte. Parce que là, en l'occurrence, c'est un coach, entre guillemets, nouveau. Parce que c'était la première fois qu'il était head coach. Nous, avec Hans, on l'avait eu 3 ans auparavant. Donc, on savait comment il était. On savait qu'il y avait des côtés qui étaient difficiles, même si c'était un excellent coach. Puis vraiment, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Mais à la fin, on sentait que lui-même, peut-être, quand je l'ai revu, puis il disait peut-être que je n'ai pas eu le bon discours, et puis qu'il n'avait pas géré les choses de la meilleure des façons. Puis au bout d'un moment, il y a une cassure. Il y a une cassure, quoi qu'ils disent, ça passe plus. Et on voyait avec Patémon, au bout d'un moment, le discours, il passe plus. Ça veut dire que quand tu perds, tu es là, ok, on a perdu, tu as besoin d'avoir un capitaine à bord du navire. Je me rappelle dans les bonnes années de Kosman, donc la 3e, je crois qu'au mois d'octobre, il s'était fait licencier, il me semble, octobre-novembre. Quand il y a eu ces 3 bonnes années, quand tu as eu des petits... Bon, c'est vrai qu'on a eu 3 belles années avec lui, mais quand ça allait pas, des fois, on avait des petits moments de doute. On savait qu'il avait les mots justes. On savait, OK, on n'avait pas besoin de se dire, putain, les gars, on fait quoi? On arrivait le lundi matin, on s'asseyait pendant la théorie, et il avait trouvé les mots justes. À chaque fois.
Et là, tu as le capitaine au bord du navire. Il savait exactement les mots, quoi dire, il connaissait la situation. Et là, on a l'impression que le message n'y passait plus. On voyait la performance de quasi tous les joueurs. Hein. Par Wallmark, qui jouait bien. Franchement, qui essaie qui a tiré son épingle du jeu? Presque personne. Il y a le Sprung qui était là, qui est une bonne surprise. Avec Aimon qui continue à bien jouer, mais sinon on a les Motet qui jouaient mal, on a les Radgeb qui jouaient mal. Ça c'est le signe, quand tout le monde joue un peu en dessous de son niveau, c'est qu'il y a quelque chose qui au coince. bout d'un moment, tu voyais qu'il n'y avait pas d'amélioration. Si tu vois, ok, on a perdu ce match, qu'on n'a pas eu de chance, on a perdu, je sais pas, 6, 7, 8 points, on aurait pu aussi gagner ces matchs, mais ce n'était pas le cas. Tu voyais qu'il n'y avait pas d'amélioration. Alors après, je peux comprendre la direction qui dit ok, c'est nous qui avons mis ça en place, on a dit qu'il allait remplacer lui. Donc forcément, pour aussi une question de crédibilité, tu vas pas dire ouais, parce que je pense que déjà au mois d'octobre, Gerd il s'est dit est-ce que c'est vraiment la bonne personne ou pas. Mais je pense que s'il avait fait un move à ce moment-là, il y aurait quand même pas mal de crédibilité qui aurait été perdue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je sais pas. Après, en faisant durer la situation, je ne sais pas s'il gagne en crédibilité non plus. Ouais, mais au moins oui, c'est comme ça qu'il a réfléchi. Il ne voulait pas changer tout de suite. À mon avis, c'est parce que ça veut dire c'est vraiment peut-être se tirer une balle dans le pied, mais au moins il a eu le mérite et le courage de faire quelque chose. Puis finalement, on se rend compte que c'était pas trop tard. Donc au moins, c'est une bonne chose qu'il l'ait fait. Quand tu parles de cette cassure, c'est irréparable. Une fois que tu as perdu la confiance, c'est impossible qu'elle revienne. Alors, il y a différentes cassures. Là, je ne pense pas qu'il jouait contre le coach. Hein, parce qu'il y a des fois où c'est vrai qu'il y a des joueurs, j'en ai connu plein d'équipes qui détestaient le coach. Là, ce n'était pas le cas. Je sais parce que j'ai quand même des échos. Quand tu détestes le coach, là, il n'y a rien à faire quand il y a la cassure. Là, tu vois plus que c'était, je sais pas, c'était dans le système, c'était essayer de... Parce qu'un bon coach, c'est réussir à tirer le meilleur de tes joueurs. Ça, c'est vraiment le bon coach. Parce qu'on ne va pas juger un coach sur un système. Hein. Les systèmes, il n'y en a pas 50 000. Hein. Il y en a 3. Tu joues à quoi? Tu joues à 1-2-2, tu vas jouer à 1-3-1. Je veux dire, tu vas presser à 1, tu as le box play, tu joues parapluie, umbrella, tu joues carré, box plus one. Je veux dire, tu regardes dans tous les systèmes de OK, c'est tous les mêmes. Donc, c'est pas ça que tu vas juger un coach. Mais comment il arrive à tirer le meilleur de ses joueurs? Et là, carrément, à part Wallmark qui était bon, à part Delarose que je trouvais aussi bon, tout le reste était largement en dessous. Et puis là, tu te dis que c'est quand même un problème de coaching. Il faut une dimension de meneur d'homme aussi pour être un bon coach plus que tacticien finalement. Bien sûr, tu es un meneur, un psychologue, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de coach comme avant, des Kosman, des Max Orlet, t'en trouves plus. Hein. C'est vrai qu'avant, c'était, je ne veux pas dire pas sous la menace, mais quand tu arrivais le lundi matin et que tu avais un sale week-end, je peux te dire que nous, lundi matin, on avait peur, parce qu'on allait ramasser, on allait s'en prendre plein la gueule. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ce genre de coach, parce que la société a évolué. On regarde aussi chez monsieur et madame tout le monde. Hein, on ne peut plus faire comme avant. Hein. Je veux dire, à l'époque, nous, à l'école, on a des mauvaises notes. C'est les enfants qui ramassaient. Aujourd'hui, les enfants, ils ont des mauvaises notes. C'est le prof qui ramasse. Donc, il y a tout qui est en train de changer un petit peu. Et puis, aujourd'hui, des coachs, ils doivent être à l'écoute parce que les joueurs, ils n'acceptent plus de se faire hurler dessus comme c'était à l'époque. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'un jeune de nouvelle génération qui serait capable d'encaisser, parce qu'on vit dans une autre époque, de ce que nous, on a encaissé à l'époque. Donc, tu dois savoir t'adapter. Et surtout, un bon coach, c'est celui qui sait écouter, celui qui sait analyser, celui qui dit, OK, lui, il a plutôt ce caractère-là, donc je dois prendre plutôt ce chemin-là avec lui. Alors, avant que tu prenais, par exemple, un Max Orlet, peu importe ton profil, tu te faisais hurler dessus, tu te faisais menacer, et puis c'était à toi de trouver un moyen pour t'en sortir. Puis le rôle des joueurs, on peut penser au capitaine, au leader de l'équipe. Il n'y a pas moyen pour eux d'intervenir, de faire changer une dynamique en cours de saison. C'est difficile. Alors, rarement j'ai connu, que ce soit dans notre équipe ou bien dans une autre, où ça allait vraiment pas avec le coach. Puis finalement, les leaders de l'équipe ont réussi à tenir. Tu as besoin d'une voix, tu as besoin de quelqu'un pour... parce que le capitaine, finalement, oui, alors il est là pour parler, mais... C'est toute une équipe, c'est les leaders qui doivent se montrer, mais les leaders, ils ont aussi besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. Un exemple, vraiment quelqu'un qui sait trouver les bons mots. Parce que même tu peux être un leader, des fois tu peux être un leader, puis tu as un manque de confiance. Hein. Puis quand tu as un manque de confiance sur la glace, tu peux être un super héros, mais quand tu as un manque de confiance, tu peux passer de héros à zéro, mais en une fraction de seconde. Donc là, tu as besoin de quelqu'un qui puisse gérer justement tout ce groupe
Et puis le fait d'avoir des leaders, chaque fois on dit oui, ok, c'est des pros, c'est eux qui sont sur la glace. Mais oui, mais l'historique montre que si tu n'as pas un bon coach, ça ne marche pas. C'est comme, je ne sais pas, au travail, si tu n'as pas un bon chef, tu n'as pas un bon leader. Tu n'as pas envie de t'investir de la même manière. Exactement. Et puis les gens, ils se disent, ouais, mais c'est le cas, ils sont payés des tonnes et tout. Donc parce qu'on est payé des tonnes, parce qu'ils sont payés des tonnes, ça à eux de trouver une solution. Non, ça ne change pas. Que tu sois payé 5 000 francs par mois ou que tu sois payé 30 ou 40 000 francs par mois, ça ne change rien. Hein. Je veux dire, tu as besoin de la même chose, des mêmes infrastructures, tu as besoin d'un coach, tu as besoin de quelqu'un, d'un leader, quelqu'un qui te monte la voie et puis d'être dans des bonnes dispositions. Hein. Parce que je peux dire, l'argent, ça ne fait pas tout. Hein. Ça ne va pas te faire marquer d'ego, ça ne va pas t'apporter la motivation. Alors oui, les gens ils vont dire, ils sont payés 30 000 francs par mois, ils ne sont pas motivés. Mais la réalité, que des fois, tu arrives, tu enchaînes les défaites, que tu as ton coach qui te casse les couilles. Alors là, je ne pense pas que c'était le cas, mais ça passe mal et tout. Tu sors envie de faire tes courses et tout le monde qui dit blablabla, regarde, ça fait 10 matchs de suite qu'ils perdent. Tu as un manque de motivation, puis ça a un énorme impact sur les performances. Puis les gens, ils ne veulent pas le comprendre, enfin certains, parce qu'ils pensent ils sont payés des tonnes, ils ont la belle vie, c'est à eux de faire le job. Et tout l'aspect humain, on oublie. Des robots, ils sont payés, donc ils doivent bien jouer. C'est pas comme ça que ça marche. Mais ce rapport à l'argent, on l'entend souvent, notamment quand ça va mal dans une équipe. C'est le premier truc qui ressort, mais ils sont bien payés. Toi, ça t'a visiblement quand même dérangé que ça se réduise à ça tout le temps. Parce que ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est pas parce que... C'est des choses que, forcément, les gens qui ne sont pas pros, ils ne peuvent pas connaître ce que c'est, mais tu ne peux pas tout d'un coup appuyer sur un déclic, appuyer sur on, et puis tout d'un coup bien jouer. Ce n'est pas possible. Il y a plein de paramètres qui viennent là en ligne de compte. Être en confiance, d'être bien encadré, d'avoir de bonnes infrastructures, un bon entraîneur, une bonne cohésion d'équipe. Et puis, c'est pas parce que tout d'un coup, on va te donner un 0 de plus sur ton salaire annuel que ça va te faire bien jouer. Non, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains. Hein. Je veux dire, même sur le plan international, les meilleurs athlètes de tous les temps, il y en a qui connaissent des bas, ils manquent de confiance. Et ça arrive. Et je sais que des fois, je vois d'un petit peu des commentaires, ils sont payés des tonnes, c'est à eux de trouver des solutions. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche et ça marchera jamais comme ça. Tu disais, je n'ai pas été tellement surpris. On voit Gauthieron, le vrai niveau de Gauthieron maintenant. Tu pensais quand Gauthieron a dit que Lars Leuenberg allait reprendre l'équipe que c'était le bon choix et que ça allait fonctionner tout de suite, ou c'est quand même surprenant que ça ait fonctionné aussi vite avec la Coupe Spengler, puis surtout que ça ait tenu? On est en février et Jonas l'a dit, il y a eu un enchaînement assez incroyable quand même. Alors je pense que le timing il était bon de commencer par la Coupe Spengler, parce que la Coupe Spengler, on est hors championnat, on n'a rien à perdre. L'ayant vécu 2 fois, c'est un super tournoi parce que c'est un tournoi de très haut niveau. Est-ce que c'est le fun, quoi? Tu es là après les matchs, tu es avec les familles, tu vas boire un coup, tu t'entraînes pas le matin, tu vas faire une promenade à la montagne. Tu as vraiment cet aspect super professionnel au niveau des matchs et de l'intensité. Mais de l'autre côté, c'est vachement relax. C'est-à-dire que quand tu as un match à la maison, déjà la veille, tu y penses, tu es concentré, tu es dans ta bulle le jour même. Mais là, vraiment, c'est assez festif, mais vraiment avec un gros niveau. Et puis je pense que le fait d'avoir un nouvel entraîneur, que de remettre tout à zéro, d'avoir rien à perdre, en tout cas cette semaine-là, personne n'attendait Fribourg. À la limite, une qualification pour les quarts de finale, ça aurait été bien. Tout le monde aurait été content. Donc je pense qu'ils ont entamé les choses d'une bonne façon. Après, je n'ai pas forcément d'avis sur le nom. Je pense qu'il fallait changer, qui que ce soit. Il fallait changer. Je pense qu'il faut un entraîneur qui les laisse jouer. Parce qu'on sait que c'est une équipe à talent. Hein. Ce n'est pas une équipe de gratteurs, hein. On le sait très bien. Hein. C'est une équipe qui sait jouer. Et puis, on s'attendait à avoir un Fribourg qui est difficile à jouer à la maison. On sait qu'avec les fans, c'est vraiment incroyable. Hein, pour avoir joué mes dernières saisons à Fribourg en tant qu'adversaire, hein, tu prends le premier goal, tu sais que tu vas passer une sale soirée, hein, surtout si dans les 5 premières minutes. Puis finalement, on a vu cette joie de rejouer, quoi, ce plaisir de s'amuser avec le puck, quoi. Vraiment, on voit typiquement Walmark Sorensen, ils ont toujours été bons, mais là, c'est encore un autre niveau. On est en train de les retrouver. Le Sprung qui reconnaît, qui retrouve une deuxième jeunesse parce qu'on le laisse jouer. Après, il y a encore 2-3 joueurs qui sont un petit peu, pas en dessous, mais qui n'ont pas retrouvé encore leur plein potentiel. Mais dans l'ensemble, moi, ce que je vois, ça me plaît. Les étrangers, ça marche bien. Delarose, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a certains joueurs, on pourrait attendre un peu plus. Hein. Berchi, je pense qu'on pourrait. Alors,
il s'y fait pas une mauvaise saison, mais on pourrait attendre un petit peu plus. Bon, on va pas reparler de Kylian Motet. Après, encore 2-3 joueurs des Valser, pour moi, un petit peu difficile, alors que ça a été une bonne surprise la saison passée, ou qui arrivait à apporter à chaque fois une contribution au niveau offensif. C'est un peu plus difficile, mais là, finalement, on arrive à retrouver le Fribourg qu'on s'attendait à voir. L'année passée, on avait quand même beaucoup de spectacles. Puis là, ce spectacle-là, on est en train de le retrouver. On est assez élogieux justement avec le jeu de Gauthieron ces dernières semaines, mais quand on pose la question aux joueurs et à l'entraîneur, tout le monde nous dit on est encore loin de voir le meilleur Gauthieron, on a encore une marge de progression énorme. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu penses qu'il y a encore une grosse marge? Moi, je pense qu'il y a une marge de progression encore, parce qu'il y a encore pas mal de joueurs qui ne sont pas à leur top, rien que par rapport à ça. Et puis c'est vrai que c'est encore... on a l'impression que ça fait longtemps qu'il est là, le Leuenberger, mais ça fait pas si longtemps qu'il est là. Des automatismes, des choses qu'il veut mettre en place. Il y a quand même une grosse marge de progression qui était quand même une des forces de Fribourg, c'est le powerplay. Ça va mieux, mais au niveau des statistiques, c'est pas encore ça. Donc là aussi, il y a une grosse marge d'amélioration. C'est pour ça que ça pourrait vraiment être une équipe dangereuse. On voit qu'au niveau du classement, le trou il se fait gentiment avec la 7e place. Donc il y a, entre guillemets, cette pression en moins. Donc là, il va falloir aller chercher au moins la 5e place, c'est possible. D'ailleurs, je crois que dans 2 ou 3 matchs, il joue Davos, donc c'est encore faisable. Puis dans la façon dont il joue, je vois mal comment il ne pourrait pas se qualifier pour le top 6. Donc je pense qu'il y a, je pense tout à fait qu'il y a une marge de progression. Moi, ce qui me plairait aussi de voir, c'est Gallet jouer un peu plus. Franchement, je le trouve bon, et je ne sais pas pourquoi on ne lui donne pas plus de chance que ça. Alors, Berra, il a eu des hauts et bas, mais il ne connaît pas sa meilleure saison. Moi, ça me plairait de voir Gallet jouer un peu plus, surtout qu'il a montré quand même beaucoup d'assurance. C'est un gardien sur qui je pense qu'il faudra miser par la suite. Et puis, je sais que on est il reste quoi, 8 matchs? 7 pour Gauthieron. Ouais, 7 matchs. Moi, j'aimerais bien en tout cas le voir une ou deux fois. Puis on a vu que c'est pas parce qu'on le met qu'on va se dire ce match-là, on peut se permettre de le perdre. Parce qu'il a montré qu'il était solide et puis qu'il était capable de jouer. Donc ça me plairait quand même bien de le voir un peu plus. Gauthieron joue presque mieux avec Gallet. En tout cas, il paraît plus solide, très en place défensivement. C'était le cas à Cloton. Ouais, Gallet a gagné tous ses matchs d'ailleurs sous les couleurs de Gauthieron. Et je crois que c'est à Benoît Ecker qu'on a posé la question la semaine passée de est-ce qu'on joue différemment si c'est le deuxième gardien ou le premier. Lui, il nous disait que non, mais peut-être inconsciemment, il y a quand même quelque chose qui fait qu'on défend un peu mieux. Et quand même, inconsciemment, tu sais que voilà, tu vas peut-être, je sais pas, tu es plus en état d'urgence en fait, et puis tu as envie de bien faire. Bon, tu as tout le temps envie de bien faire, on est d'accord, mais tu sais que rien que pour tu as un deuxième gardien, le jeune, tu as envie qu'il fasse une bonne soirée, et puis je sais pas, peut-être pas d'hésiter 2 fois avant de te jeter devant un shoot, mais c'est vrai que c'est des choses que tu fais de manière inconsciente. Moi, je suis convaincu quand c'est le deuxième gardien, d'ailleurs, on le voit, et puis c'est une question qui se pose souvent parce que les faits sont là. On se resserre un petit peu plus autour. On sait que Berra, voilà, tu as fait une boulette, 2 contre 1, tu peux être sûr que peut-être un peu moins cette saison, mais par le passé, on sait que voilà, il va assurer derrière, puis il va rattraper quelques boulettes. Ouais. Tandis que tu n'as pas envie de laisser ce genre de scénario arriver à ton deuxième gardien. Surtout, c'est un jeune qui a encore tout à prouver pour sa future carrière. Tu essaies de te défoncer encore plus, inconsciemment, toujours, vraiment, parce que c'est vrai que sur les faits, quand tu es sur la glace, tu n'y penses pas vraiment. Ouais. Tu as beaucoup mis en avant le réveil de certains joueurs ou le fait qu'ils retrouvent enfin leur niveau, et tu parlais du duo Wallmark-Sorensen qui a des chiffres assez incroyables depuis l'arrivée de Leuenberger. Après, on se souvient que l'année passée, Gauthieron a été beaucoup dépendant de ce duo. Est-ce que tu as l'impression que c'est une petite crainte à avoir à ce niveau-là? On se réjouit de voir un duo à ce niveau-là, mais après, Gauthieron, avec cette dépendance, a-t-il beaucoup de solutions derrière, et est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faut aussi travailler avant les playoffs? Alors, je te mentirais si je te disais que non, ils sont pas dépendants, ces 2 joueurs. Ça, c'est sûr, c'est un thème à soulever. Si aujourd'hui il devait arriver quelque chose à ces 2-là, ça risquerait d'être difficile parce que vraiment ils jouent sur une autre ligue, dans une autre ligue. Je regarde leur shift, à chaque fois il se passe quelque chose, tout le temps. Tes défenseurs adverses, si tu laisses ton joueur libre, ils vont trouver. À chaque fois, le Wallmark, il est un peu moins foufou, et puis le Sorensen, à chaque fois, il va essayer des trucs, mais toujours dans le jeu, toujours en pleine confiance. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut lui arriver. Et puis je pense que même s'il lui arrive quelque chose, il s'en fiche totalement. Vraiment, il joue avec une légèreté, comme si rien ne pouvait lui arriver.
Et c'est vrai que quand ces deux-là, même quand ils n'étaient pas trop en confiance, on ne va pas dire un manque de confiance au début de saison, mais ils produisaient quand même. Sorensen n'était pas, et connaissait pas son meilleur début de championnat, mais il avait quand même ses points. Là, c'est vrai qu'avec ces deux-là, si on regarde les résultats des 14 derniers matchs, comme vous le dites, je n'ai pas été regarder les statistiques, mais je pense qu'ils sont responsables directement de la plupart des points marqués. Donc c'est vrai que tu les enlèves du line-up pour une blessure, pour X raisons. Ou bien l'adversaire, justement, comme l'année passée en play-off, l'avait fait Lausanne et Lugano aussi, ça avait gêné Gauthieron de mettre une ligne qui finalement s'occupe que de les contrôler ou de limiter leur rayon d'action. Mais là, déjà, sur ces matchs où on voit que le classement il est plus serré que jamais, et puis toutes les équipes veulent absolument marquer des points, c'est la même chose. Tu joues à l'extérieur, ils vont mettre leur top ligne sur cette ligne-là. Mais malgré tout, ils arrivent quand même à produire. Mais c'est vrai que derrière, moi, il y a Delarose qui me plaît beaucoup parce que c'est vrai qu'il n'est pas aussi flashy que les autres, mais vraiment, il est efficace, il est sobre, il est bon défensivement. T'as Berchi quand même c'est vrai que si on aurait aimé le voir un peu plus haut sur les statistiques, il est quand même capable de marquer puis faire gagner son équipe. Sprunger, qui vit une saison vraiment fantastique. C'est vraiment un énorme plaisir de le voir jouer. On le voit vraiment en confiance. Tu pensais qu'il arrivait à produire de telles statistiques à son âge ? Ouais, mais l'âge, c'est marrant parce que finalement, tu passes de 37 à 39, il n'y a rien qui change. C'est juste que quand tu vas avoir une petite période sans marquer, il y a tout le monde qui va dire « Ah, mais parce qu'il a 2 ans de plus. » Mais c'est ça. Mais bien sûr, parce que vous allez lui demander à lui. Moi, je me rappelle, j'avais 39 ans aussi quand j'ai fini. Bon, j'étais pas quelqu'un qui faisait des points comme lui. Mais si tu n'as plus le droit à l'erreur. Parce que si tu fais une erreur, tu dis « Ah, normal, il a 39 ans. » Donc moi, ça ne m'étonne pas du tout. Parce que quand tu es un marqueur, ça ne change rien. Gilles Montandon, quand il a fini à 44 ans, puis quand on faisait les collachous à la fin de l'entraînement, c'est qui gagnait tout le temps. Lui. C'est pas parce qu'il a 40, ça n'a rien à voir. Tu as le sens du goal. Il n'a pas un moins bon shoot. Il n'a pas une moins bonne vision du jeu. En plus, lui, c'est pas un gars qui joue sur son physique. Il joue intelligemment. Il connaît ses qualités. Il joue. Pourquoi il a eu une énorme carrière ? Parce qu'il connaît ses qualités, il connaît ses défauts. Je me rappelle quand je jouais encore, puis je jouais sur le powerplay, il me dit hey, Mitch, quand tu fais la sortie de zone, tu donnes le puck à Bic, pas à moi. Parce qu'il sait que c'est pas lui qui va prendre le puck puis qui va installer le pipi. Il dit moi je vais me mettre devant le goal puis j'attends que Bic me fasse sa passe. Parce que le gars il connaît ses qualités et il joue avec ses qualités. C'est pour ça qu'il a fait une énorme carrière. Et le gars, quand tu lui donnes un puck dans le slot, 25 ans, 30 ou bien 39, ça change rien, ce sera dedans. Donc finalement, il sait comment jouer, il s'est adapté aussi. C'est vrai qu'à l'époque, on avait tendance à le voir prendre de la vitesse et puis faire sa fameuse feinte qui, entre guillemets, marche encore. Mais c'est vrai qu'il marque un peu moins de goals comme ça. Mais quand il est devant le goal, ça finira devant. Et puis c'est vrai que moi, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, le problème, c'est que vous avez une... Kiki, on sait qu'il passe à côté de sa saison. On sait qu'il n'est pas vieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mentionné son âge une fois ? Ah, mais c'est parce qu'il a gentiment 31, 32, je ne sais pas quel âge il a. Personne. Mais là, quand on manque ta saison, tu as un Bull ou bien un de ces vieux-là qui, finalement, ça fait un mois qu'il ne fait pas de points, alors ils mettent ça sous le compte de l'âge. Donc, puis que ça n'a rien à voir. C'est pour ça que... Toi, tu te sentais aussi fort à 39 qu'à 29, par exemple ? Qu'est-ce qui changeait Alors, c'était plus... la récupération ? C'est au niveau de la récupération. Vrai que le lendemain, dimanche, tu dois, si tu ne restes pas actif, en fait, la récupération, elle est un peu... Mais une fois que tu es dans le match, tu vois. Là, tu te lèves le lendemain, tu es là, tu as ton dos qui craint. Tandis que quand tu en as 25, tu enchaînes les matchs, puis tu ne te poses pas ces questions, en fait. Mais quand tu arrives les lendemains de récupération, le pire, c'est quand tu as un jour de congé, puis que tu dois reprendre après. Ça, c'est l'enfer. Mais une fois que tu es dans le jeu, tu es dans le jeu. Enfin, moi, je n'ai pas vu ma performance baisser sur la glace parce que j'avais 39 ans. Mais le problème, c'est que derrière, si tu as un passage à vide, on va mettre ça sur ton âge, alors que ça n'a rien à voir. On voit que les anciens, entre guillemets, sont adaptés. Gunderson va tous les jours à la patinoire. Et Sprunger disait dans la dernière chronique, dans La Liberté, que voilà, lui, la pause de l'équipe nationale, c'était cool, mais ça ne changeait pas grand-chose. Il allait quand même aller au fitness tous les jours, parce qu'après 3 jours de pause, s'il doit reprendre, c'est trop compliqué. Donc, rester chaud tout le temps. Ouais, mais, alors c'est vrai que des fois, mentalement, ça te fait du bien d'avoir une pause. Mais moi, j'ai vu là où ça faisait la différence, c'est quand on avait 1 ou 2 jours de congé et puis que je faisais rien, le 3e jour, je la retais. C'est vraiment là que je me dis, c'est vrai que c'est plus comme avant, quoi.
Donc vraiment, puis je me rappelle, Gilles, quand je lui posais la question à chaque fois, c'est mon tendon, ces jours de congé, il allait courir, il faisait du vélo, il faisait quelque chose. Puis maintenant, je comprenais pourquoi, parce que j'étais encore jeune à l'époque, mais quand tu as un jour de pause, tu dois faire de la récupération active, vraiment. Alors si c'est un jour, ça va, mais si tu as 2-3 jours de pause, si tu prends 2-3 jours de pause, c'est l'enfer pour venir, quoi. Tu as parlé de mental et tu as parlé de buteur. Je suis quand même obligé de te demander, voilà, pour Kylian Motet, est-ce qu'il y a une solution pour lui redonner un peu d'efficacité devant le but? Il traverse quand même une saison difficile. Toi, tu as peut-être eu des passages à vide ou des coéquipiers. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, ça fait quoi? Ça fait quelques matchs qu'il est plus là. Je pense qu'il est prévu pour revenir après la pause, l'équipe suisse, revenir surlancer puis remettre les compteurs à zéro. Vraiment, il sait je veux dire, c'est le premier qui sait qu'il fait une saison de merde. Je pense que l'équipe compte sur lui, le staff compte sur lui. Je veux dire, c'est un joueur qui est censé t'amener au moins une 30aine de points. Commencer par un départ frais, vraiment tout nouveau. Et puis profiter de nouvel entraîneur. Je crois que de toute façon, il sera toujours mis en bonne condition. Il va jouer soit avec les 2 étrangers, soit avec des top joueurs suisses. Mais c'est vrai que des fois, c'est difficile. Des fois, ça arrive à tout le monde de passer à côté d'une saison. Pas pour autant qu'il faut l'enterrer. Je veux dire, il a montré avant que ça pouvait être un joueur dominant et ça lui était. Et après, c'est que mental. Après, plus ça dure, au début, tu te dis, ouais, c'est bon, ça fait 2-3 semaines, ça va revenir. Puis après 2 semaines, c'est 2 mois. Tu es là, ouais, là, quand même, il faut que. Puis ensuite, ça dure. Puis après, c'est un cercle vicieux. Vraiment, tu sais, après, tu te fais critiquer. En plus, à Fribourg, c'est plus difficile que dans les autres clubs, je peux te dire. T'as ressenti ça? Mais bien sûr, puis tout le monde le sait. Et puis ce serait de se cacher la vérité si on ne le disait pas. Fribourg, il y a tout le canton qui suit vraiment avec des loupes ce club-là. Je veux dire, je sais qu'il y a des joueurs qui sont impactés par les critiques qu'il peut y avoir. Il n'y a pas un autre club comme ça qui est suivi autant par ses supporters. Si tu vas regarder un petit peu, je ne reconnais pas les autres clubs au niveau des réseaux sociaux, mais la critique, elle est vite en haut, mais elle est très très vite en bas. Puis ça, il ne faut pas se le cacher, on le sait très bien. Les joueurs le savent aussi, que tu peux te faire ramasser. Vraiment, moi, j'ai croisé il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, Christian Dubé. J'ai discuté avec lui. Encore aujourd'hui, c'est pas facile. Je ne dis pas au niveau de sa situation. Je parle des commentaires des gens dans d'autres cantons, dans d'autres clubs. Enfin, tu vois, Lausanne, par exemple, il y a une partie du public du canton de Vaud qui aime Lausanne, un petit 10-20% qui vont au match, mais tu vas sortir en soirée, tu passes inaperçu. Tu vas en ville, tu passes inaperçu. Tu vas à Zurich, peut-être pas en Brie, mais tu vas à Berne, tu vas à Zug. Tu vas en ville, tu vis normalement, les gens ne te reconnaissent pas. À Fribourg, c'est pas comme ça. Et puis, c'est un club très émotif. Tu es dépendant un petit peu. Moi, je me rappelle, j'habitais à Néru. Donc, samedi qu'on avait congé, ma femme me dit on va manger à Avry-Centre. Puis je lui dis écoute, on a perdu 4 matchs de suite. Je ne pouvais pas. Impossible. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui allait faire Ngoy, tu fais quoi à Avry-Centre, quoi. Vous avez perdu 4 matchs. Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas, je devrais être dans la salle de force. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et là, vous me posez la question à moi, mais tu peux poser la question à n'importe quel joueur. Je te dis même pas Sprunger, ce qui vit quand ça va mal. Il y a des fois des gens change le programme, quoi, carrément. Mais tu es obligé de changer le programme. Des fois, tu vas à la Migros, les gens qui sont derrière la caisse, ils regardent ce que tu achètes et tout. Ils font tiens, ils mangent aussi du poulet. Ils font mais tiens, regarde, ils mangent ça. Tu vois, ça c'est grave. Voilà pourquoi ils perdent. Non, mais ça va loin. Okay. Ça va loin. Je veux dire, j'ai fait assez longtemps à Fribourg pour avoir ce genre de commentaires. Donc, tu sais que tout ça, pour en revenir à la situation, c'est Kiki, c'est des situations qui ne sont pas faciles. Mais c'est un pro, ça fait pas 2 ans qu'il est dans la ligue. Et moi, à la limite, si ce n'est pas pour cette saison, il n'est jamais trop tard. Il reste quand même beaucoup de hockey. Tu vois, il y a 7 matchs plus ce qui arrive derrière. D'être bon au bon moment, on a vu, Fribourg n'a pas perdu espoir. Ils ont fini par retourner à la situation, même si rien n'est joué. Mais là, on pense qu'il y a quand même un trend positif, mais qui peut revenir à son meilleur niveau. Puis si ce n'est pas pour cette fin de cette saison, moi, je ne me fais pas de soucis pour lui pour la suite. Il n'a pas désappris à jouer au hockey en quelques mois. Pourtant, la préparation était excellente. Je me permets juste par rapport à Motet encore. Il était aligné avec Wallmark et Sørensen. Moi, j'ai vu quelques matchs de préparation, notamment la Ligue des Champions. Ça marchait super bien, cette ligne. Dans l'interview que j'avais fait avec Sørensen en début de saison, je lui demandais quel est le meilleur
complément à votre duo avec Valmar, qui me disait c'est clairement Kylian Motet. Finalement, ça n'a pas marché. Puis ça pose aussi cette question, on parlait avant du duo Valmark et Sørensen. Quel est le meilleur complément finalement à ce duo? Est-ce qu'il faut une troisième personne qui soit aussi forte que les deux, ou est-ce qu'il faut un complément? Est-ce qu'un Sandro Schmidt est le parfait complément parce que c'est un gros bosseur? Toi, t'en penses quoi? Si tu étais entraîneur, tu mettrais qui avec ces deux gars? C'est une bonne question, hein. C'est vrai que... Alors moi, j'aime beaucoup Sandro Schmidt sur sa deuxième partie de saison. C'est vrai qu'au début, un coup-ci, coup-ça. Tu le préfères ailier que centre? Ouais, alors en tout cas, là, ce qu'il est en train de faire, moins de responsabilité, parce que ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup moins de responsabilité, un ailier. Et il est talentueux, et c'est vrai que des fois, on était là un petit peu, mais bon, c'est quand qu'il va... Parce qu'il avait fait une très bonne saison il y a 2-3-4 ans, puis là, on attendait comme le futur de Gauthieron, et puis il était un petit peu frustrant. Puis là, de ce qu'on est en train de voir maintenant, il est en train de monter en puissance. Moi, il me plaît beaucoup avec ces deux-là. Après, il faut regarder aussi... de répartir un petit peu ses forces. C'est vrai que Motet, on ne va pas se cacher, c'est un artiste aussi. C'est un gars qui veut marquer des goals, c'est un gars qui veut jouer avec le puck. Pour ça que quand ça ne marche pas, tu as d'autres joueurs qui peuvent dire ok, ça ne marche pas, je peux compenser un petit peu avec mon jeu défensif. Je sais pas, je vais aller mettre des boîtes, je vais aller bloquer en shoot, mais on sait que ce n'est pas son style. C'est pour ça qu'un joueur comme Kiki, ça va être aussi comme un Sørensen. Si tout d'un coup ça joue pas, il ne va pas se dire j'ai élevé mon jeu physique puis j'ai amené quelque chose d'autre à l'équipe. On sait que ce n'est pas leur jeu. Après, il faut aussi demander aux deux principaux concernés avec qui. Mais c'est vrai que moi, ça me plaît d'avoir un Sandro Schmidt parce que je sais qu'il aura cette conscience défensive en tant que centre, parce que tu es obligé en tant que centre d'être un peu le troisième défenseur. Donc, d'avoir ces deux gaillards qui produisent autant offensivement et puis que Schmidt aussi est capable de jouer offensif, mec, tu sais que derrière, il va tenir la baraque défensivement. Mais c'est vrai que Motet, c'est aussi un bon choix pour jouer avec ces deux-là. Je vous propose de refermer la parenthèse Gauthieron et actualité. On la réouvrira dans un petit moment pour parler de la suite de la saison et des playoffs à venir, on espère en tout cas. Je propose un changement de ligne. Jonas, tu cèdes ta place à un élève du CO de la Veuvez, Elouane, qui a préparé quelques questions pour toi, Michael. Alors, salut François, salut Michael. Salut Luan. Salut. Du coup, je vais commencer par te poser des questions un peu plus longues et après, on fera un petit jeu si ça te va. Ça me va très bien. Si jamais, juste pour l'histoire, Elouane, c'est mon voisin, direct de quartier. Je ne m'attendais pas à le voir, donc c'est un plaisir de le voir en face de moi en train de me poser des questions. Alors, je ne savais pas que vous étiez tous dans le même quartier. Ah ouais. Alors, si demain tu devenais entraîneur de Gauthieron, quel changement apporterais-tu à l'équipe ? Là, le changement, il a bien été fait. Écoute, j'aurais pu te dire bien des choses quand c'était Patémon qui était là, mais je pense, point de vue tactique, je ne changerais pas grand-chose parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit avant, je ne pense pas que ce soit sur la tactique un entraîneur et juger, mais j'essayerais de vraiment comprendre et bien connaître tous mes joueurs pour savoir comment vraiment tirer le maximum de certains d'entre eux. Comme je disais avant, il faut connaître la personnalité, savoir si lui je l'engueule, il va mal réagir, il a plutôt besoin qu'on soit tout le temps derrière lui pour lui donner un petit peu un coup de pied aux fesses de temps en temps. Donc moi, ce serait plus sur le côté psychologique pas que je changerais, parce que je ne changerais rien du tout, mais c'est plutôt sur ce côté-là que je me focuserais mon attention. Et comme tu as aussi dit précédemment, tu vas donner un peu plus de temps de jeu à Gallet ? Oui, bien sûr, parce que aujourd'hui, Berra, il n'est pas immortel. On sait que cette saison, il ne connaît pas sa meilleure saison, mais il a quand même un certain âge. Il est quoi, de 86 ou 87 ? Je croyais qu'il ne fallait pas parler de l'âge. Non, mais oui, mais alors, pas au niveau des prestations, mais il faut pour le futur. Je veux dire, on sait qu'il va être là encore une saison, et après, il faut miser sur la suite, il faut faire des tests. Moi, j'adore l'exemple Lausanne, parce que Lausanne a été vraiment... je dirais pas l'aveuglette, parce qu'avec Pache, on a montré qu'il était capable de bien jouer l'année passée, mais bon, c'était un gardien numéro 1,5, voire 2. Et puis ils se sont dit, écoutez, on va le prendre comme gardien numéro 1 avec un jeune derrière. On prend le pari qui a totalement marché parce qu'il y avait le talent. Moi, j'aimerais voir ça aussi du côté de Fribourg, parce que le gaillard, il a du talent, le Gallet. Moi, il me plaît, en tout cas, de ce que j'ai vu. Il a montré une certaine sérénité, donc moi, ça me plairait vraiment moi, c'est ces surprises que j'aime bien, quoi. On se dit, ok, on tente avec lui,
Et puis, ça se trouve, Pache, ils l'ont tenté avec lui, puis il a lancé sa carrière, c'est un numéro 1. Le jour où il est sans contrat, tout le monde le voudra. Puis je pense qu'avec certains joueurs, on aurait pu essayer, certains gardiens, mais on n'a jamais pu faire confiance. Après, c'est vrai que, alors, est-ce que c'est le bon timing de le faire ? Difficile à dire, mais quand même, je pense qu'en le mettant un peu plus, je ne pense pas que tu réduis les chances de Fribourg de gagner. Est-ce que tu trouves que c'est un peu cruel de faire jouer Julien Sprunger en 3e ligne ou c'est normal avec son âge? Pour quelle raison cruelle ? C'est pas parce que tu joues en 3e ligne que... Regardez ses stats, hein. Il joue en moyenne 14 à 15 minutes, hein, parce que je suis assez temps de jeu, 14-15 minutes. Et même à son pic, quand il jouait énormément, quand il faisait les beaux jours de Fribourg, même s'il fait encore les beaux jours de Fribourg, mais à l'époque, quand il était à son maximum, c'est pas un joueur qui a joué 20-25 minutes. Hein. Et ensuite de ça, l'année de notre finale, je me rappelle, on avait la ligne avec Dubé Gamache, on avait Mike Knupfli avec son Dijonin, et puis on avait Bick et Sprung et Benny Plus en 3e ligne, voire 2 ou 3. Mais ça n'a absolument rien à voir, ça change rien. Pour montrer, il fait autant de points. Il fait énormément de points. Et moi, je suis convaincu que s'il jouait avec Sorensen et puis Walmart, est-ce qu'il aurait plus de points ? Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, il joue avec eux sur le powerplay. Parce que c'est un joueur encore extrêmement dominant sur le powerplay. Mais si tu lui poses la question à lui, est-ce que tu es frustré de jouer sur le 3e play ? Mais absolument pas. Hein. Je veux dire, il connaît son rôle, il sait que son rôle a un petit peu changé. Je trouve qu'il le fait très très bien, voire bien mieux que ce que les gens pensaient. Donc, je pense que ce n'est pas une question de ligne. Hein. Il est même pas en 4e ligne, à avoir 3-4 minutes par match. Hein. Ça, ce serait, on va dire, cruel. Mais là, je pense que si tu lui poses la question sur sa condition, c'est vraiment bien. En 3e ligne, hein, tu as quand même bien des minutes. Et puis justifie le fait qu'on compte sur lui. Et puis, quand tu as les 3 premiers, on compte quand même sur les 3 premières lignes pour être productif offensivement. On lui avait demandé en début de saison, je crois justement son rôle. À un moment, il avait même joué en 4e ligne. Il disait ce qui compte, c'est quand même d'avoir un rôle. Donc, qu'on m'explique, qu'on sache. Après, moi, je suis prêt à endosser tous les rôles, mais il faut que ce soit un rôle défini. Et puis Absolument. C'était marrant parce qu'il avait fait la chronique et le lendemain, je crois qu'il s'était retrouvé en première ligne dans un rôle beaucoup plus offensif en tout cas. Donc, il disait ça bouge vite. Mais ça, c'est pas par rapport au rôle. Tu vois, ça, c'est aussi un bon coach. Il me disait qu'est-ce que je changerais ou bien qu'est-ce que je ferais. Ou bien un bon coach, il arrive à donner un rôle à tout le monde. C'est vrai que des fois, il y a un petit peu un rôle qui est un peu plus ingrat. On dit, OK, toi, tu seras mon joueur de boxe et j'ai besoin de toi. Un joueur de 4e ligne, tu vois, quand il y a la première ligne en face, je veux que tu arrives et que tu ailles les défoncer la gueule à chaque fois. Et puis qu'on te fasse confiance pour quelque chose. Puis dès que tu as un rôle, justement, alors je ne sais pas comment c'était avec Patémon, mais quand un entraîneur, il te donne un rôle, il donne une confiance pour une tâche, c'est là où l'entraîneur il arrive à tirer le meilleur du joueur, parce que le joueur il a vraiment envie de se défoncer pour son entraîneur aussi, son équipe. Comment les jeunes joueurs comme Nicolet ou encore Dort apportent-ils à l'équipe ? Ils apportent une fraîcheur, ils apportent de l'intensité à l'entraînement. Ces gaillards, ils sont à fond, ils sont à 150%. Alors je t'avoue que moi, sur mes dernières années d'entraînement, les entraînements, c'est pas ce que je préférais. Hein. J'avoue que tu étais là, tu arrives aux entraînements, tu n'as pas faim, quoi. Je veux dire, ta fin des matchs, ça changera jamais les émotions, mais dès que tu arrives à l'entraînement, tu entends le mot entraînement, tu es là, voilà quoi, il faut le faire. Puis justement, tu as des gaillards comme ces jeunes là, qui vont être challengés. Tu sais que voilà, tu as une situation de match, que tu travailles à l'entraînement, et mec le puck au fond, tu vas sortir, tu sais que si tu n'es pas le premier sur le puck, c'est lui qui sera premier sur le puck. Puis ça, c'est impensable. Donc, ils te forcent, ces gaillards, de sortir de ta zone de confort. Ils apportent une énergie, une fraîcheur. Et ça fait du bien. Puis on mise aussi sur l'avenir. Puis on voit que on a vu Dort, justement Kevin, qui sont capables de jouer dans cette ligue. Et puis ça apporte aussi de la concurrence. Hein. J'allais dire à quel point la concurrence, alors qu'elle est importante, j'imagine qu'on sera assez vite d'accord là-dessus, mais à quel point les anciens peuvent accepter que voilà, il y a beaucoup de jeunes qui poussent derrière. Quand il y en a un ou deux, comme tu dis, ça amène de l'énergie, mais après, comment vous réagissez ? T'as pas le choix. Puis justement, je prends n'importe quel exemple, un gars comme Walzer, un gars comme il y a qui encore comme je sais pas, Marchand, Gerber. Marchand il est encore jeune, Gerber tu vas me dire aussi, mais tu es là, ok, maintenant il va falloir que je commence à me défoncer parce qu'il y en a deux derrière qui toquent à la porte. Je sais que si je continue à
à rester sur un certain rythme puis que je n'élève pas mon niveau de jeu, l'entraîneur, c'est sûr qu'il va les mettre. Donc ça apporte vraiment une concurrence saine et puis c'est tout à fait justifié. Hein. Moi, je suis en fin de carrière, je sais que je suis moins performant, puis tu as le jeune derrière qui est là, qui tient son os, tu as le couteau entre les dents, mon jeune, vas-y, tu tapes dans le dos, tu l'as mérité, vas-y, puis je peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc il n'y aura jamais une forme d'animosité envers le jeune, lui faire un coup, je ne sais pas quoi. Non, c'est comme ça le hockey. Nous, on a été jeunes aussi, on s'est défoncé pour essayer de prendre la place des plus vieux. Puis c'est important qu'au bout d'un moment, si on voit que c'est mérité, puis qu'on a mérité notre place, d'avoir Sucuk derrière. Ça, c'est très important. Puis là, justement, le Sucuk, ils sont en train de l'avoir parce qu'ils ont montré qu'ils sont capables de jouer et puis on les récompense en leur donnant du temps de glace. Là, tu parles de joueurs de quatrième ligne. Moi, je pensais par exemple à Berra et Gallet, puisqu'on en a pas mal parlé. Et là, il y a aussi une question de confiance, de respect de la carrière, de la stature. À quel point mettre Gallet beaucoup plus souvent, par exemple, ou une fois sur deux, ou même, je sais pas, commencer les playoffs avec Gallet tout d'un coup, parce qu'il a des stats incroyables. À quel point c'est pas dangereux, entre guillemets, pour Berra qui... c'est dangereux, mais tu dois quand même le faire. Si tu veux te faire respecter en tant qu'entraîneur, t'es obligé, je veux dire... tu as une mission, et puis la mission, elle est commune pour tous, c'est gagner des matchs. Donc à la fin, tu ne peux pas dire oui parce que c'est Berra. Et puis moi, je suis convaincu que Berra, il est professionnel, qu'il serait content de voir Gallet arriver. Je suis convaincu. Ce serait aussi plus de pauses. Après, c'est vrai que pour les playoffs, là, il faut vraiment commencer avec un numéro 1. Donc je commencerai forcément avec Berra. Mais si toi, en tant que joueur, en tant que gardien, tu as besoin d'avoir la crédibilité du coach. Et tu sais que si tu as un numéro derrière qui est bon, qui est capable d'assurer des minutes, et puis que finalement, l'entraîneur, il n'ose pas parce qu'il a peur de ta réaction, là, on ne va pas s'en sortir. Donc, ça fait partie du processus du joueur d'accepter ce genre de décision, d'accepter que, d'être des jeunes, la stratégie, on veut chercher le gardien de demain. Et tu es obligé de l'accepter. Moi, je suis convaincu qu'il n'y aurait en tout cas aucune animosité entre les deux joueurs. Il y a énormément de respect, surtout encore plus entre deux gardiens. Ok, alors après ces justifications, je te propose qu'on passe au jeu, si ça te va. Ça me va. Alors, il faudra que tu pioches 3 fourchettes, une à la fois, et sur lesquelles il y aura écrit un petit mot, pour pas que tu triches. Okay. Et il faut que tu répondes, et si tu vois pas la question, je peux te la formuler différemment. Si ça te... Donc il y a une question sur la fourchette. Il y a un petit mot, et il faut que tu essayes de faire tilt avec la question. Ah, je dois deviner la question. Ouais. Ok. Alors, motet. Bon, on en a... ouais, la seule qu'on avait déjà beaucoup parlé. Ouais, c'est quoi la question? Est-ce qu'il est capable de revenir à son meilleur niveau? Ça serait plutôt qu'est-ce que tu as fait à sa place, mais tu l'as déjà... Ouais, on a beaucoup parlé. Alors moi, qu'est-ce que je ferais à sa place? On en a parlé vaguement avant. Alors, c'est vrai que quand tu es en situation de crise de confiance, de perte de confiance, de revenir aux choses basiques. Tu commences le match, parce que moi, ça m'est arrivé aussi, mais moi, on ne m'attendait pas des choses offensives de moi, contrairement à lui. Mais tu te dis, je commence le match, j'essaie de prendre dans les 2 premiers shifts un bon shoot. Tu vas faire une bonne mise en échec. Je sais que je m'applique défensivement. Et puis, tu reviens vraiment aux bases et puis gentiment, les choses vont se mettre en place. Parce que même si offensivement, ok, tu ne produis pas, on sait qu'il passe un petit peu à côté de sa saison, mais c'est que si on peut compter sur lui, sur quelque chose d'autre, puis montrer au coach, hey coach, tu vois, désolé, je sais que défensivement, c'est pas terrible, parce que l'offensif, c'est pas des choses que tu peux contrôler. Impossible. Tandis que la défensive, c'est des choses que tu peux contrôler, et puis tu lui montres que, je sais que j'essaie de faire au mieux offensivement, mais je vais me coucher devant un shoot, je vais bloquer un shoot, je vais finir ma mise en échec, je vais back-checker comme un malade. Moi, je commencerai vraiment par ces choses-là, et puis de fil en aiguille, les choses devraient se rétablir. Enfin, je dis ça, pas de miracle, mais moi, quand on a déjà parlé des situations de manque de confiance avec d'autres joueurs, on essaye vraiment de revenir aux bases et puis faire des choses simples, et puis construire là-dessus. Ok. Alors, je te laisse en piocher une deuxième. Alors, Coupe Spengler, c'est quoi? C'est l'impression que j'ai eue de ce Coupe Spengler, ou bien c'est... C'est aussi que toi, tu n'as jamais gagné de trophée majeur avec Fribourg-Gotteron. Et du coup, quand tu as vu qu'ils ont gagné la finale, quelle était ta réaction? Tu étais content? Bien sûr, mais pourquoi je ne serais pas content? D'être un peu déçu d'avoir eu ce titre. Mais oui, mais ça s'appellerait de la jalousie. Absolument pas. Je suis content déjà pour le Sprung, parce que c'est vrai que j'ai joué longtemps avec lui, et puis lui aussi, il n'avait jamais soulevé de coupe.
Quand Ombrie a gagné, ça faisait une année seulement que j'avais arrêté. J'étais heureux, j'ai appelé les entraîneurs, j'ai appelé là, tout le monde. Non, vraiment, moi, mon club de cœur, aujourd'hui, forcément, c'est Fribourg parce que j'ai fait 11 ans, j'ai vécu des émotions incroyables et tout ce que j'ai envie. Ça veut dire que si Fribourg-Gotteron gagnait le titre, ça veut dire que ça me ferait mal. Finalement, si je suis un petit peu ton raisonnement, non, je suis à fond pour Fribourg. Ça fait longtemps que je suis plus là. J'étais heureux. Alors, j'ai pas suivi la Coupe Spengler parce que j'ai sur les pistes de ski, pour dire la vérité. D'ailleurs, j'ai reçu une notification. Je me rappelle, j'étais en train de manger une fondue en montagne. Mais j'étais vraiment heureux. Vraiment, je veux dire, c'est pour les gars, les peu de joueurs que je connais encore avec qui j'ai joué, je suis vraiment content. Puis surtout pour le club. Je veux dire, moi, quand je retourne à Fribourg, tout le staff, tous les bénévoles, je les connais encore bien. Donc, je suis vraiment content pour eux et puis pour tout le canton. À quel point c'était un manque de ne pas gagner quelque chose dans ta carrière? Tu as joué à Lausanne, tu as joué à Fribourg, tu as joué à Ombrie. C'est pas vraiment un manque parce que c'est pas quelque chose que tu peux contrôler, tu vois. C'est vrai que j'ai eu des opportunités. J'avais fait une excellente deuxième saison à Fribourg. Tu te rappelles, il y avait Bastel et Monet. Et il y a Zurich, le GM de Zurich qui nous a rencontrés les trois sur une autoroute pour dire vous trois, je vous veux pour les 3 prochaines saisons. On était sur la stratégie de Gotteron à moyen terme, je me plaisais bien. Eux, ils sont partis, ils ont fait champion d'Europe et 2 fois champion suisse en 3-4 ans. Mais là encore, aucun regret, parce que ce que je voulais, c'était de construire quelque chose avec Fribourg. D'ailleurs, ce qu'on a construit, c'est presque arrivé à bout touchant, parce qu'on a fait un titre. Ensuite, quand tu as fait un titre, tu fais... Excuse-moi. C'était presque un titre. Ouais, on a fait une finale. Donc finalement, tu as fait la finale. Tu te dis, finalement, c'est faisable. Tu restes, le Sprung, il va te dire la même chose, je pense. Il y a eu des occasions de partir à Berne, Zurich, il était sollicité de partout. Mais finalement, tu as envie de le faire avec ce club-là, alors que tu sais que c'est possible, tu vois. En 2011, on avait fini 3e du classement, ensuite 1er, ensuite 2e. Puis ensuite, tu dis, c'est bon, c'est qu'une question de temps, ça va arriver. Tu ne serais pas resté si l'équipe était 9-10e tout le temps? S'il y avait des perspectives là de... Ouais, non, je pense pas. Je pense pas, mais là, vraiment, puis je me plaisais. Puis je voyais depuis que Pelletier il était arrivé, la première saison était difficile, 2005-2006, on fait les play-out. Ensuite, Pelletier qui est arrivé, on fait quart de finale, demi-finale. Puis on voyait que l'équipe se construisait vraiment. Quand Sandy, Dubé est arrivé, on voyait que, wow, ok, là, on parle d'autre chose. Et puis tu veux faire partie du projet, tu veux gagner avec cette équipe. Puis finalement, c'est des choses que tu ne contrôles pas. C'est vrai que j'aurais pu signer à Zurich et puis faire champion, mais ce n'était pas forcément ce que je voulais. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas gagné de titres. Il y a des grands noms. Je crois Goran Bezina, c'est un des tout grands noms du hockey suisse en tant que défenseur. Il n'a jamais gagné le titre national, tu vois. Pas pour autant que sa carrière en soit entachée. Parce qu'aussi, lui a eu des occasions de partir dans les meilleurs clubs, quoi. Donc non, pour moi, c'est pas du tout un échec pour moi, parce que comme je dis, c'est des choses qu'on peut pas contrôler. Et puis pour revenir à Spengler, non, je suis vraiment heureux pour Gotteron, et puis je serai vraiment le supporter numéro 1 pour qu'il puisse gagner le titre un jour. Alors, je te laisse pêcher la dernière question, si ça te va. Alors, Bikoff. Ouais, ça c'est un thème qui m'a beaucoup touché l'année passée. Je ne sais pas si tu voulais poser une question par rapport à ça ou je dois m'exprimer. Non, je te laisse t'exprimer parce que je pense qu'on a les mêmes questions. Ouais, non, alors moi c'était un immense regret et puis une incompréhension. Je sais que ça a été discuté maintes fois. C'est un joueur qui avait tellement de hockey en lui. Il fait partie des joueurs qui étaient naturellement, physiquement, largement en dessous de tout le monde. Je parlais des entraînements d'été. Moi, c'est parce qu'il y avait des gaillards comme lui qui me forçaient à sortir de ma zone de confort parce que moi, j'aimais bien être premier partout. Et je savais que si je restais dans ma zone de confort, il allait me mettre une claque, quoi. Donc, il me poussait à me sortir de ma zone de confort, mais juste, c'est le style de joueur, tu sais, c'est comme en bulle. Le physique, il n'aura pas d'emprise sur son jeu. Tu sais qu'il est largement au-dessus de tout le monde. Donc, de ce côté-là, je ne voyais pas l'intérêt de dire, écoute, non, tu es trop vieux parce que tu n'avances plus. De deux, c'est quelqu'un qui avait accepté son rôle. Parce que moi, je sais que ça a commencé un peu, son rôle, il a changé depuis que Dubé est arrivé. Alors, c'était sa décision, mais c'était un joueur, pour moi, qui était capable de faire 20 à 30 points par saison. Donc, il avait accepté son rôle et il était dominant.
On a vu quand même qu'il était capable. Alors là, c'est vrai qu'on lui a donné moins de responsabilités parce qu'il était sur un 3-4e bloc, il ne jouait plus de powerplay, il jouait souvent en box-play. Il a accepté son rôle qu'il faisait bien, mais pour moi, c'est du gâchis parce qu'il était capable d'apporter plus. Puis je pense que tous ceux qui le connaissent vous diront exactement la même chose. Et aujourd'hui, on va de moins en moins vers des clubistes. Donc tout le monde, ceux qui disaient, qui étaient du côté ouais, il faut garder Bic, et puis non, il faut changer. Mais bientôt, après Sprunger, il n'y aura plus de clubistes. Et il y aura de moins en moins. Les bons, les jeunes vont partir au Canada le plus tôt possible. Ceux qui sont bons vont sûrement rester là-bas. Mais aujourd'hui, quand Sprung va partir, il n'y aura plus de clubistes. Il n'y aura plus de personnes à qui s'identifier. Et puis à Fribourg, il y a quand même Marchand, Motet, mais Schmid, ils sont là depuis un moment, quoi. Je suis d'accord, mais moi je te parle. Alors j'adore ces joueurs que tu viens de mentionner, qui sont des bons joueurs. Moi je te parle de 2 joueurs qui ont marqué l'histoire du club. Je veux dire, le Bic, il a été dominant, mais comme c'est pas possible, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. Puis on a l'occasion d'avoir des pépites comme ça, puis de dire, ok, pour l'histoire du club, regarde, on bulle. Même s'il performe un petit peu moins cette année, puis il a 41 ans, les joueurs, les Davosiens, mais ils l'adorent. Le Bic, c'était pareil. Puis pour moi, quand tu as marqué l'histoire du club comme ça, alors que les dirigeants du club qui m'écoutent ou pas, c'est mon avis, c'est vraiment une chance unique, surtout qu'ils produisaient sur la glace. Et puis, moi, c'était une incompréhension vraiment de dire rajeunir l'équipe. Je veux dire, mais tu rajeunis l'équipe, tu as apporté, pas être méchant, mais un Gerber pour le remplacer, un joueur de 4,5 de le remplacer. Mais non, déjà, tu sais qu'il ne te coûtait pas cher, le Bic. Donc, tu n'as pas l'excuse du budget. Tu as un joueur emblématique, un joueur qui a une voix dans le vestiaire, un joueur qui est encore capable de bien jouer. Moi, je suis convaincu. Tu lui donnais encore un rôle offensif, que c'était un joueur qui était capable de faire 20 ou 30 points. Convaincu. Donc, pour moi, vraiment, ça m'a touché. Je suis content qu'il y ait eu cette question parce que je peux m'exprimer là-dessus. Mais vraiment, j'ai pas compris cette décision. Et pour moi, c'est un énorme gâchis parce qu'il pouvait encore au moins jouer 3 ans minimum le connaissant. Son hygiène de vie, son amour pour le club, son talent naturel. Donc voilà, me dire qu'il avait tout ça encore dans lui, puis il doit ronger son frein parce qu'il aurait pu signer dans un autre club. Il a dit non, moi c'est Fribourg ou rien. C'est vrai qu'un enfant, un deuxième à l'arrivée, sa situation avec sa femme, je crois qu'il travaille aussi sur Fribourg, construit une maison, donc forcément tu ne vas pas tout changer ta vie pour 8 mois de saison finalement. Mais pour moi, un des plus gros gâchis du hockey suisse. Ok, merci, je suis totalement d'accord. Mais est-ce que toi, tu aurais stoppé Sprunger et Bikoff en même temps? Ou du coup, au bout de 3 ans de plus, ou pas forcément? Alors moi, quand c'est des joueurs légendaires comme ça pour un club, tu les laisses choisir quand eux, ils veulent arrêter. Tant qu'ils apportent quelque chose. Avec Ambul, c'est ce qu'ils font. Avec un Beat Gerber, qui a marqué aussi... avec tous ces joueurs-là, tu dis, ok, on sait que de toute façon, ce n'est pas une question de budget. Tu veux faire quoi? Quand tu as 2 joueurs emblématiques comme ça, tu les laisses choisir leur sortie et tu ne te fais pas jeter comme ça parce qu'il s'est fait jeter le Bic, je suis désolé. Alors, ce n'est pas une question de les sortir les deux en même temps parce que déjà, ils ont 2 ans d'écart. Donc, le destin de l'un n'est pas forcément lié à l'autre, mais tu les laisses comment ils veulent sortir. Tu les laisses. Et comme je dis... Ils auraient sans doute voulu sortir ensemble, je pense. Je pense aussi, absolument. Et ça aurait été magnifique. Mais encore une fois, quand tu as été aussi dominant, puis tout ce qu'ils ont donné pour le club, parce qu'il faut dire que voilà, c'est l'identification du public fribourgeois, les maillots vendus, c'est tu vois, tous les jeunes qui avaient ces maillots tu voyais que ça, des 86 et des 89 partout. Puis finalement, ouais, on change de stratégie. Écoute, Bic, non, tchuss, bonne continuation. Ça, pour moi, ça passe pas. Alors, ça passe, c'est le business, on est d'accord. Mais pas quand tu as des joueurs emblématiques comme ça. Et pour moi, c'était un petit peu un manque de respect. Puis aussi, on a vu, c'est la fin de saison qu'il a fait. On a vu que ça a fait pleurer tous les fans. Donc, ouais, moi, c'est le seul point. C'est mon avis encore. Ça regarde que moi. Mais bon, je n'ai pas l'habitude de garder la langue dans ma poche. Mais pour moi, c'est vraiment une frustration que de le voir arrêter comme ça.
Merci beaucoup pour Mais avec plaisir. Et du coup, je réchange ma place avec Jonas. Si j'ai Ouais, bien compris. merci pour ton shift bientôt, brillant, ciao, ciao. Elouane. C'est Jonas qui vient pour la conclusion. Ça a filé. On s'ennuie pas. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je parle beaucoup, je suis désolé. Mais... Tchatch, Michael. Ouais, je voulais juste entendre un petit peu sur les playoffs à venir. On va pas encore tirer le bilan de toute la National League, mais comment tu vois un peu cette fin de saison? On disait que Gauthieron est quand même bien partir pour finir dans le top 6. Les adversaires, comme le classement est très serré, c'est difficile. Est-ce qu'il y en a un à éviter? Ça pourrait être Berne, ça pourrait être Zug ou Davos, peut-être. À éviter, je dirais... dans tous les cas, je pense que Fribourg arriverait en play-in, en play-off, avec un petit peu la tâche accomplie. Ça veut dire que d'où on vient, d'où on est arrivé, finalement, on a atteint les objectifs. Donc là, je pense qu'il y aurait une énorme pression en moi. Je pense qu'aujourd'hui, si Fribourg devait se faire éliminer en quart de finale, je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de frustration vu d'où ils sont arrivés. Mais bon, c'est vrai qu'une équipe comme Lausanne, qui sont tellement réguliers, qui ont montré qu'ils ont été dominants, une équipe comme Zurich aussi, qui savent gagner au bon moment, moi je dirais que c'est les seules deux équipes un petit peu à éviter. Et puis tant mieux, parce qu'ils les éviteront vraisemblablement. Puis après, tout peut être ouvert. Hein. Je veux dire, tu vois, 1 contre 8, 2 contre 7, 3 contre 6. Donc là, en l'occurrence, ce serait Berne ou Zug. Alors de toute façon, quel que soit le quart de finale, ça va être très très difficile. Mais je crois que tout est ouvert. Hein. Je crois que contre Berne, ils ont eu pas mal de succès, je crois, cette saison contre eux. Zug qui reviennent pas mal en puissance en cette fin de saison. Quoi qu'il arrive, ça va être difficile. Et puis, tout est ouvert. Ils arrivent en forme, en bon moment. Je veux dire, c'est quand tu as connu la misère que tu arrives à vraiment te transcender sur... quand tu sais d'où tu viens et puis que tu ne l'as pas eu facile. Parce que des fois, on a dit l'année passée, ça a tellement été facile pendant la saison que quand tu arrives en play-off, puis dans les moments de difficulté, ils sont toujours plus difficiles à gérer. Mais là, avec tous les moments difficiles qu'ils ont pu gérer, je peux dire qu'ils partent déjà avec un net avantage par rapport à une autre équipe. On se dit des fois qu'il n'y a pas de scénario idéal, mais Fribourg, là, depuis un certain temps, est déjà en mode play-off. Après, la difficulté, c'est de maintenir cette énergie. On sait que ça peut être long, les playoffs. C'est peut-être le risque d'avoir, alors tu disais, plus de pression parce qu'ils ont réussi à se qualifier alors que plus grand monde y croyait. Mais en même temps, peut-être qu'il y aura une sorte de contre-coup quand même. On voit que les grosses équipes ont tendance à relâcher un peu avant les playoffs pour après avoir le maximum d'énergie pendant les playoffs. Non, déjà là, ils seront déjà au taquet jusqu'au dernier match parce que tu n'as pas le choix. Hein, parce qu'on voit le classement, on voit le nombre de points. Donc là, il faut qu'ils arrivent à confirmer leur état du moment. Et puis après, tu as faim quand tu arrives à les playoffs. Hein, je veux dire, peut-être je me suis mal exprimé quand je dis pas de pression, mais je dis si quelque chose devait arriver, la saison ne serait pas achetée. Hein, mais là, l'équipe a faim. Tu arrives, finalement, tu vis une demi-saison à partir de janvier qui est incroyable. Tu n'as pas envie que ça finisse. Tu n'as pas envie que ça finisse. Tu veux aller jusqu'à la fin. Les joueurs, ils sont au taquet. Ça veut dire que s'ils arrivent à se qualifier pour les playoffs, ça veut dire que ce sera une équipe qui sera en forme, qui sera en confiance. Et puis, je peux dire, quand tu arrives aux playoffs, tu n'as vraiment pas envie de partir en vacances. Gauthieron arrive presque mieux préparé dans ses playoffs que l'année passée. Alors, il faut encore se qualifier, bien sûr, mais vu que tu l'as dit, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, peut-être plus forts. Par contre, différence par rapport à l'année passée, c'est que de toute façon, il n'y aura pas l'avantage de la glace. Alors, sauf si, par miracle, ils arrivent à remonter dans le top 4. Mais a priori, non. À quel point ça change justement d'avoir cet avantage de la glace? Est-ce qu'on en fait trop quand on le mentionne tout le temps? Alors, je dirais pas dans les phases... quart, demi-finale. On a vu l'année passée pas mal de victoires à l'extérieur parce que oui, alors tu es en mode urgence, mais tu n'es pas dans le mode d'urgence que quand tu es en finale. On a vu, je me rappellerai toujours, le Gaëtan Haas qui avait dit il y a 2 ans, le dernier match, je ne sais pas si tu te souviens, ils avaient joué contre Lugano. S'ils gagnaient contre Lugano, ils arrivaient premier du classement devant Genève et ils avaient fait un match de fou, 5-5 ou 6-6, ils avaient perdu au pénalty. Puis il avait dit finalement, on s'en fiche de finir premier ou deuxième.
ça m'est toujours resté parce que finalement, c'est ce qui a fait toute la différence. L'année passée, c'est ce qui a fait toute la différence sur une finale. Hein. Il n'y a pas photo. Il y a même une statistique qui existe comme quoi 80% des équipes, je crois, c'est juste, ou quelque chose comme ça. Ouais, un temps, c'était élevé, ça a baissé un petit peu, mais on voit quand même les 2 dernières années que tu dis, les finales en 7 matchs en tout cas. Ouais, c'est souvent l'équipe à la maison qui gagne. Après, pendant les quarts, je pense que c'est un peu moins. Et puis, justement, en partant un petit peu underdog, hein, pas favori, tu sais que voilà, ton match à la maison, tu peux pas le perdre. Et puis, tu essayes à fond, même dès le premier match, d'aller gratter. Mais je pense qu'il y a quand même moins d'incidents quand c'est du quart ou des demi. Hein. Je crois que la victoire à l'extérieur est quand même nettement plus concevable. Pour conclure, tu nous donnes un pronostic pour cette fin de saison. Tu vois Lausanne aller au bout, Zurich et Lausanne en finale, c'est le plus logique, ou tu penses qu'il y aura des surprises? Ouais, alors j'espère qu'il y aura une surprise. De ce que je vois aujourd'hui, parce que c'est vrai que les clubs romans, je les suis beaucoup. Je vois bien Lausanne quand même aller loin. Je les vois bien quand même aller jusqu'au bout parce qu'ils ont montré une solidité. Après, il y a encore des inconnus. Hein. Pache, sa santé, si tout d'un coup il devait être blessé. Mais bref, on a dit la même chose de Roubaix l'année passée. 6 blessés, il n'a pas été blessé. Mais Zurich est très très solide. Même si là, ils ne jouent pas leur meilleur hockey, mais ils ont un nouvel entraîneur, beaucoup de malades. Mais Lausanne, de ce qu'ils ont montré de solidité, ils sont dépendants d'aucun joueur. Offensivement, c'est fort. Défensivement, c'est fort. Une technique, un système mis en place incroyable, un coach qui apparemment fait des merveilles. Donc, je mettrais, moi, une petite pièce sur Lausanne cette année. Donc, Gauthieron doit éviter Lausanne, si on résume. Aussi. D'avoir un derby comme ça pourrait être incroyable. Hein, surtout la revanche l'année passée en demi-finale. Exactement. Mais Lausanne est difficile à prendre. Mais c'est vrai que moi, ça me plairait de voir un derby en quart ou en demi-finale, absolument. Mais après, on prie pour une surprise aussi. De la musique d'avenir, tout ça, on aura l'occasion évidemment d'en parler dans les prochains podcasts. On arrive au bout de celui-ci. Merci de votre fidélité. Merci au CO de la Veuvez, à Elouane, aux élèves de NRV pour l'accueil. Et une vidéo, je vous l'ai dit, de ce podcast sera disponible tout bientôt sur YouTube. Merci à toi, Michael, d'être venu. Avec grand plaisir. Entre 2 rendez-vous. Yes. Et puis, on vous souhaite à tous et à tous une belle semaine, un bon week-end de congé, puisque c'est la pause internationale. Et puis, d'ores et déjà, une bonne reprise avec un joli choc Zurich-Gauthieron le 14 février pour la Saint-Valentin. On sera là. Voilà. Bye bye. Merci. À bientôt. Ciao. Vous venez d'écouter Point de vue, le podcast de la Liberté consacré à l'actualité de Fribourg-Gotteron. Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de La Liberté. À bientôt pour un nouvel épisode.